qu'est un malware et les conséquences qu'il peut avoir pour une entreprise. Nous vous ferons part de notre choix en termes de sécurité. Nous détaillerons l'anatomie d'une attaque afin d'étayer un petit peu le discours que l'on déroulera derrière et le choix des solutions que nous allons vous présenter. Et à la fin, une rapide conclusion et nous ferons place à vos questions-réponses. Alors, tout d'abord, si on veut brosser un rapide panorama de la sécurité en 2017. Donc, en 2017, quels sont les constats? Le premier constat, c'est que toutes les entreprises peuvent être la cible d'une attaque, quelle que soit leur taille. En 2017, un fait marquant, c'est également la recrudescence des attaques de type ransomware, notamment, je pense, avec des attaques dont tout le monde a entendu parler, Petya et WannaCry. Donc, une des caractéristiques de ces attaques, c'est qu'effectivement, il n'y a plus besoin d'aide humaine pour qu'elles se propagent. Et fin 2017, sur le troisième trimestre, et c'est quelque chose qui est d'autant plus vrai en 2018, on a assisté à une augmentation du phénomène de cryptojacking. Donc, le cryptojacking, c'est l'utilisation de ressources CPU pour miner des crypto-monnaies. Donc, c'est quelque chose qui est très insidieux, qui peut vraiment passer sous les radars et avoir pourtant des impacts pour l'entreprise. Donc, impact de performance, par exemple, sur vos serveurs, vos postes de travail, et ça peut surtout masquer une pénétration de votre entreprise. Alors, un malware. Donc, un malware, qu'est-ce que c'est? Un malware, c'est un logiciel qui va essayer effectivement d'infecter un système informatique. Donc, ce système informatique, ça peut être tout type de poste, que ce soit un PC, un serveur, un device mobile, un smartphone par exemple, voire un système industriel. Donc, les objectifs d'un malware, c'est de voler de la donnée. Ça peut être aussi d'empêcher l'accès à des ressources de votre entreprise. Ça peut être aussi de rendre inaccessibles tout simplement les données de votre entreprise, voire de les détruire. Et c'est également voler de l'argent, même si quelque part, le vol d'argent, c'est quelque chose, somme toute, qui peut être assez anodin. Donc, le malware, aujourd'hui, c'est vraiment une industrie. On a des groupes qui sont très, très bien organisés derrière et c'est surtout quelque chose qui est accessible puisque maintenant, on le trouve sous forme de services sur Internet. Alors, en termes de sécurité, on a deux approches qui coexistent. On peut choisir de déployer une solution qu'on va qualifier ici de fractionnée, c'est-à-dire à base de solutions d'éditeurs différents qui sont en général spécialisés vraiment dans un silo. Il n'y a pas forcément de communication entre les différentes briques qui sont déployées. Donc, du coup, on a un management de la solution qui est plus complexe. On a aussi une détection qui est plus délicate et plus longue en cas d'attaque. Et c'est souvent des solutions qui sont coûteuses et surtout complexes à maintenir et à administrer. A contrario, on peut faire le choix de déployer une solution unifiée, donc en faisant confiance à un seul éditeur. Donc, à ce moment-là, effectivement, on a une bonne communication, une bonne interaction entre les composants que l'on va être amené à déployer. On a donc un temps de détection qui est moins important que dans des environnements multiconstructeurs, un coût d'administration qui est aussi moins important, et globalement, on a moins de trous dans la raquette en termes de sécurité. Alors, quelle que soit l'option choisie, il est important de considérer qu'il y a 3 phases à prendre en compte dans le cadre d'une politique de protection. Donc, il y a ce qu'on appelle le avant. Donc, avant, c'est se prémunir d'une attaque, c'est repérer des signes avant-coureurs, des comportements anormaux au niveau, par exemple, des flux réseau, des serveurs, des postes de travail. Il y a bien sûr le pendant. Donc, là, l'objectif, ça va vraiment être de bloquer l'attaque et d'éviter qu'elle ne se propage. Et il y a le après. Donc, après, c'est juste vérifier que l'incendie est bien éteint et contrôler, par exemple, qu'un fichier jugé inoffensif ne se met pas à avoir un comportement malicieux. Donc, ça, c'est fait dans le cadre d'une analyse rétrospective avec une surveillance un petit peu continue de l'activité.
Alors, nous, notre choix en termes de sécurité, c'est porté sur une solution unifiée qui couvre bien sûr les 3 phases que l'on vient de voir et qui offre une couverture en termes de sécurité et notamment de protection contre les malwares de la périphérie du réseau jusqu'aux terminaux, aux serveurs, aux endpoints. Donc bien sûr, elle couvre les 3 phases à prendre en compte. Hein. Ce qui nous paraît voilà, à prendre en compte dans le cadre d'une politique de sécurité qui est vraiment pertinente par rapport au contexte actuel donc de ces menaces qui évoluent en permanence. Alors l'offre, cette offre est l'offre du constructeur Cisco. Elle est vraiment issue de l'expertise de Cisco dans le domaine de la sécurité, mais également du rachat et de la très bonne intégration d'acteurs reconnus dans leur domaine. On peut citer par exemple IronPort, Sourcefire, OpenDNS. Et donc, toute cette expertise est regroupée au sein d'une société qui se nomme Talos et qui constitue véritablement la colonne vertébrale de l'offre de sécurité Cisco. Donc, Talos, c'est vraiment une approche globale et proactive de la sécurité. Donc, son objectif, c'est de protéger les entreprises des cybermenaces grâce à la recherche et à l'intelligence artificielle. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le réseau de détection le plus important au monde. Donc Talos, leur mission, c'est vraiment de repérer, d'évaluer les dernières tendances en matière de hacking, d'intrusion, de malware et d'exploitation de vulnérabilités. Donc pour ça, il y a plusieurs équipes qui travaillent étroitement. Il y a des équipes qui surveillent et qui repèrent les nouveaux types d'attaques. Il y en a d'autres qui recréent les nouveaux malwares afin d'élaborer justement des systèmes de protection pour les pousser dans les solutions Cisco. Et il y en a tout simplement qui font de la communication autour de tout ça. Alors, donc pour étayer un petit peu notre choix, on va vous détailler un scénario d'attaque, donc une attaque de type ransomware. Donc pour ça, je vais laisser la place à Aldo. Bonjour. Donc dans le scénario que l'on a pris aujourd'hui simplement pour alimenter la présentation, nous sommes partis sur l'anatomie d'une attaque de ransomware, puisque ce type d'attaque a pas mal fait la une la fin de l'année dernière et continue encore aujourd'hui à être de forte actualité. Donc le scénario que l'on décrit est simplement simplement un scénario où l'utilisateur va d'abord recevoir par sa messagerie un mail de phishing avec un lien l'encourageant à aller vers un site web infecté, donc un site web qui n'est pas relié directement à l'attaquant, dont le propriétaire ignore simplement que son site web a été compromis, mais héberge des composants, des éléments qui permettent à l'attaquant de tirer parti d'une vulnérabilité sur le poste de l'utilisateur. Et à partir de là, tandis que l'utilisateur navigue ou consulte l'information sur le site web de départ, à son insu, la vulnérabilité va permettre de récupérer, de télécharger le payload à partir d'un site, cette fois-ci malicieux. C'est quelque chose qui est réalisé en coulisses par rapport à l'utilisateur et va ramener donc, le payload va revenir sur le poste de l'utilisateur avec cette fois-ci le code malicieux, le malware, qui, bon, pour l'instant déguisé en étape 4, déguisé pour passer les éventuelles vérifications du réseau, va en étape 5 ensuite se reconstruire, se déployer et va effectivement à ce moment-là se mettre au travail. Donc dans le cas d'un ransomware, son travail consiste dans un premier temps à récupérer des informations uniques sur le poste de l'utilisateur, à lui-même à ce moment-là à émettre un appel vers un troisième site toujours malicieux qui sert de support à l'attaquant pour récupérer la clé de chiffrement, clé qui est calculée à partir des informations précises et particulières du poste de travail. Donc une fois que le malware a récupéré cette clé, il a tous les éléments possibles pour commencer son travail et sa mission, ça va être de chiffrer les données présentes sur le poste, donc la fameuse étape 7. Et à ce moment-là, pendant que l'utilisateur est peut-être encore sur le site web qu'il a pu voir à partir du lien, un malware commence déjà en arrière-plan à réaliser ce travail.
Et à ce moment-là, le malware en question, le ransomware, a fait son travail, c'est sa mission. Il a normalement terminé sa mission en étape 7. En fonction des versions de ransomware, on peut avoir 2 bonus dans la réalisation. Le premier est une propagation éventuellement via le réseau, c'est-à-dire ce qu'on appelle un déplacement latéral. Le malware va essayer de trouver d'autres sources à travers un autre moyen de propagation pour s'étendre et trouver de nouvelles victimes. Et le deuxième bonus est éventuellement l'ouverture d'une porte dérobée, d'un accès à destination d'un quatrième site toujours malicieux, contrôlé cette fois-ci par l'attaquant, qui va donner un accès continu et régulier et pérenne, surtout pour l'attaquant, à la machine en question, afin éventuellement de plus tard remettre une autre infection ou faire des attaques ou des recherches complémentaires sur le poste ainsi ciblé. Donc voilà, on a à peu près ces 9 étapes qui constituent un scénario classique d'une attaque. Les quelques actions varient entre un ransomware ou par exemple un cryptojacking, mais on trouve là, grosso modo, les 9 étapes que l'on peut considérer exister sur une attaque de type malware. Merci Aldo. Donc maintenant que le décor est planté, on va vous présenter 3 solutions que l'on juge pertinentes justement à implémenter dans le cadre de la protection malware, anti-malware. Tout d'abord, on va commencer par la protection des systèmes de messagerie. Donc actuellement, le courrier électronique, ça reste un vecteur important pour la distribution des logiciels malveillants. On a vu ces derniers temps que 94% des mails de phishing avaient des attachements malicieux et on a également constaté une recrudescence de l'usurpation de courrier, donc du spoofing, sur ces dernières années. Donc Aldo, est-ce que tu peux nous présenter justement une solution pour répondre à cette problématique? Donc sur la partie messagerie, Cisco dispose de la gamme du produit en fait Email Security, qui est sa plateforme de filtrage mail pour les entreprises. Elle est dérivée de la technologie Ironport que Cisco a racheté en 2007 et qu'il a fait fructifier depuis en ajoutant de nouveaux composants. Principalement, les points forts de la solution dans le traitement des malwares restent en premier lieu la partie réputation IP, qui est un système, qui est un mécanisme mis en place par Ironport à l'époque, qui attribue une note allant de -10 à 10 pour chaque IP, chaque IP émettant du mail sur Internet. Et ce sont en fait les différentes appliances réparties à travers le monde entier qui, à partir des stats de flux passant au travers de ces appliances, qui alimentent et règlent, modifient les fameuses notes. Donc, par exemple, si on prend le cas des botnets qui passent leur journée, enfin les botnets, les points d'infection, les machines compromises qui passent leur journée à envoyer des spams ou des mails avec des malwares, sur le système de réputation, ces machines se retrouvent très vite avec des notes négatives, entre -6 et -10, et les stratégies par défaut pilotées par les administrateurs sur les boîtiers avec la réputation déclenchent en fait des stratégies de rejet. Donc simplement, rien qu'avec le système de réputation mis en place, l'appliance tient à distance toutes les tentatives d'envoi de mails de spam ou de malware, sans engager davantage de ressources comme des ressources réseau pour les résolutions DNS ou les ressources CPU pour les recherches anti-spam, antivirales et toutes les autres technologies qui suivent pour traiter. Donc c'est déjà une première ligne de défense et de traitement qui facilite grandement le fonctionnement de l'appliance et garde ses ressources disponibles pour traiter les mails propres. L'autre aspect, qui est un aspect plus classique, c'est bien sûr la présence d'antivirus sur les appliances. Donc, ce n'est pas une chose bien nouvelle à ce niveau-là. Simplement, l'antivirus permet encore, avec des ressources moindres,
de détecter les vieilles menaces, les vieux codes malveillants qui sont aujourd'hui bien connus, et que grâce à leur fonction, à la technologie de signature de code, qui permet en fait de localiser, d'identifier très vite s'il s'agit de code malicieux ou pas, les antivirus permettent déjà d'écarter ce que l'on appelle les menaces legacy avec une consommation de ressources moindre. Le point suivant, par contre, donc, reste l'autre partie de technologie de traitement est l'Advanced Malware Protection, l'AMP, qui est un module de filtrage donc destiné au malware que Cisco a décliné sur un bon nombre de produits de sa gamme. On verra cette partie un tout petit peu plus tard dans la partie AMP for Endpoints. Mais cette même technologie de filtrage des malwares est disponible sur les appliances de messagerie. Le but, simplement, c'est d'être capable de maîtriser les codes malicieux entre le moment où ils sont rendus disponibles sur Internet et, idéalement, à partir du moment où l'éditeur d'antivirus va lui disposer d'une signature et donc va rendre sa détection plus rapide et plus confortable par l'antivirus. Dans le trou, dans le gap qu'il y a entre la naissance et l'apparition de la signature dans la base antivirale, l'AMP prend le relais simplement. Il fonctionne sur la base du travail au niveau du fichier. Il a besoin de savoir si par un système de réputation, une autre appliance IronPort à travers le monde a déjà rencontrer le fichier, quel est le verdict de ce fichier, si le fichier est propre ou si le fichier est malicieux. Et rien déjà qu'avec cette partie de base, c'est-à-dire sans faire de traitement supplémentaire, elle peut classifier le fichier. Si cette recherche ne donne rien, elle est en mesure de décomposer le binaire, donc bien au-delà de ce que fait un antivirus, d'en extraire les librairies, les DLL, et rechercher s'il n'y a pas des patterns ou des traces dans les fichiers qui composent le fichier dont on voudrait savoir s'il est malicieux ou pas, des traces d'éléments déjà utilisés dans un autre fichier de type malicieux. Donc ensuite, par rapprochement, si ces traces sont trouvées en provenance d'un fichier malicieux, on a de grosses suspicions que ce fichier le sera également. Enfin, c'est toutes ces analyses toujours faites sur l'appliance échouent. Il reste un dernier élément qui est l'analyse à distance. Donc cette fois-ci, le fichier est envoyé dans des systèmes de sandboxing chez Cisco ou en local, si pour des raisons de confidentialité, on ne veut pas émettre de fichier. Et donc, on a dans les sandbox la simulation de poste de travail, où on va observer le comportement du fichier et voir si, au final, son caractère est malicieux ou ne l'est pas. Et le verdict est ensuite retourné à l'appliance. Donc, bien sûr, pendant ce temps-là, le fichier n'est pas strictement bloqué sur l'appliance. Le fichier est distribué, donc il arrivera fréquemment qu'un avis, un fichier qui est au départ passe comme étant de nature inconnue, soit déclaré 2 ou 3 heures plus tard comme de type malicieux. Donc à ce moment-là, il faut aussi avoir la capacité de faire un avis rétrospectif et donc de donner aux administrateurs de messagerie la possibilité d'identifier le fichier et surtout la transaction et donc au final l'utilisateur ou les utilisateurs qui disposent dans leur boîte aux lettres des fameux fichiers malicieux afin que l'on élimine les mails en question. Et si en plus les appliances IronPort sont raccrochées à des boîtes aux lettres Office 365, c'est-à-dire si la messagerie derrière les appliances c'est de l'Office 365, il y a un mécanisme qui s'appelle autorémédiation for Office 365 qui, en utilisant les API du cloud de Microsoft, fait simplement en sorte que le message soit supprimé automatiquement de la boîte aux lettres. Donc, voilà. Donc, si on reprend la partie de l'email security dans le schéma d'attaque, l'ESA intervient simplement au tout début de l'attaque. Il a les capacités de faire en sorte que le mail de phishing par les tentatives, les systèmes de réputation, et également par le filtrage URL,
que le mail en fait soit intercepté et n'atteigne jamais l'utilisateur, et donc en fait que l'attaque ne se produise pas. Donc ça, c'est le premier niveau d'intervention sur l'anatomie de l'attaque décrite. Merci Aldo. Donc, une deuxième brique qu'il est très intéressant de déployer dans le cadre d'une protection anti-malware, c'est une solution qui porte le joli nom d'Umbrella. Donc Aldo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Umbrella? Donc Umbrella, pour la partie Cisco, est en fait un résolveur DNS, c'est-à-dire le DNS donc est un système simplement qui associe les noms que l'on rentre dans les navigateurs en adresse IP pour les communications entre machines sur Internet. Et la partie DNS est la base de tous les éléments, enfin de toutes les transactions sur Internet. Donc de la même façon, pour les attaques, il en va ainsi également. On a déterminé qu'aujourd'hui, 91% des appels vers les centres de commande réalisés par des malwares présents aujourd'hui sur Internet ont besoin du DNS pour donc retrouver leur maison et récupérer les instructions et savoir comment ils doivent se comporter. Donc, le principe qu'a adopté Cisco en rachetant OpenDNS, puisque Umbrella est le nom retransformé de la société OpenDNS que Cisco a racheté en 2015-2016, consiste simplement à vérifier que si le nom de domaine demandé est de type malicieux, on bloque l'accès à la ressource. Alors, on ne retourne pas les fameuses adresses IP qu'attend le malware ou les autres éléments. Et de cette façon, on interrompt l'attaque simplement en perturbant la communication et en laissant le code malicieux sans instructions complémentaires pour qu'il puisse réaliser ses méfaits. Un autre avantage d'agir au niveau du DNS est simplement que le DNS est aujourd'hui commun à tout appareil connecté, que l'on aille des serveurs, des postes de travail, également aux IoT, comme les caméras de surveillance ou dans les maisons télévision et réfrigérateurs qu'on a aujourd'hui tendance à raccorder à Internet et dont la gestion et surtout la supervision est bien problématique pour les responsables informatiques, pardon. Et bien sûr, la partie DNS agit quel que soit le système d'exploitation et quelle que soit la topologie de site que l'on souhaite protéger. Donc, de cette façon, on dispose d'un outil qui agit à la base de tout appel, de toute communication. Un autre aspect qui est abordé au niveau de la protection, c'est que tout ce système de protection simplement est rendu possible par l'interrogation, le stockage et la conservation des données DNS que a vu passer par le passé d'abord OpenDNS et aujourd'hui Cisco. Dans son rachat, Cisco dispose d'au moins 10 ans de données d'historique simplement sur toutes les requêtes DNS, les éléments demandés et les valeurs et les différentes valeurs ainsi que les adresses IP à travers le temps. Cette grosse base de données en fait permet à ces équipes de sécurité et à ces chercheurs de faire des recoupements ou des regroupements d'informations et en plus aujourd'hui en exploitant le big data et les technologies associées, simplement d'identifier des sites ou des noms malicieux, parfois même avant que l'attaque soit déclenchée. Un des exemples qui se rapproche de cet aspect, c'est que le chercheur qui a simplement trouvé l'URL qui était associé à WannaCry, ce que l'on appelait à l'époque le kill switch, l'a fait à l'aide d'Umbrella. Donc, il y a eu accès parce que ce produit n'est pas simplement destiné aux chercheurs de Cisco. Il y a une version commerciale qui s'appelle Umbrella Investigate et qui permet simplement à tout un chacun, du moins aux sociétés souhaitant équiper ces SOC ou ces chercheurs ou ces équipes informatiques d'accès à ces données, de souscrire à cet élément et donc de donner accès à toute cette historique.
pour pouvoir faire ses propres recherches et ses propres renforcements de sécurité. Donc si on reprend cette fois-ci sur l'attaque, sur l'anatomie de l'attaque, on peut voir qu'un Umbrella interviendrait sur tous les éléments, toutes les connexions faites à la fois lors du déclenchement de la vulnérabilité, mais ensuite par le code malicieux, sur toutes les connexions faites vers l'extérieur afin de récupérer des informations ou d'ouvrir les accès vers à destination des sites malicieux. De la même façon, Umbrella renseigne aussi les sites étant déclarés comme fournissant du malware, notamment par le fait que les informations sont recoupées entre ce que voient passer les équipes proxy web de chez Cisco ou simplement la partie AMP ainsi que les autres équipes de recherche comme Talos. Merci Aldo. Donc la dernière brique que l'on souhaitait un petit peu mettre en lumière dans le cadre de ce webinaire, c'est la solution AMP, donc Advanced Malware Protection, et notamment pour la partie endpoint. Donc déjà, pour introduire un petit peu le sujet, on peut dire qu'aujourd'hui, on a donc trois constats. On a le premier constat qu'on a déjà évoqué, qu'une politique de protection se doit de couvrir trois phases, avant l'attaque, pendant l'attaque et après l'attaque, en s'assurant donc a posteriori que, par exemple, des fichiers sains ne sont pas en train d'adopter un comportement malicieux et déclencher des actions un petit peu intempestives sur votre réseau. Il y a un deuxième constat qui est que les antivirus ne sont plus adaptés à la protection contre ces menaces d'un nouveau type, puisqu'un antivirus il n'est efficace qu'une fois que la menace a vraiment été identifiée et que la signature est implémentée par l'éditeur de l'antivirus. Donc en fait, entre effectivement l'identification de la signature et l'implémentation de la signature dans le produit, il y a un gap de temps, et c'est ce gap de temps-là qui est exploité par les attaquants pour un petit peu s'implanter sur le réseau. Alors, le troisième constat, c'est qu'il est un peu illusoire de penser que toutes les menaces seront bloquées par les barrières qu'on aura pu déployer dans le réseau. Donc, il faut une technologie qui soit capable de surveiller et d'analyser a posteriori de l'attaque pour avoir la trajectoire complète de l'infection et être en mesure de l'endiguer. Donc, Cisco a donc développé au travers du rachat de SourceFire la technologie AMP qui peut être déployée, comme vous le montre le slide, un petit peu partout sur le réseau. Donc, que ça soit sur des équipements de protection web, que ce soit sur les systèmes de protection de la messagerie ou également à la périphérie du réseau, donc sur des firewalls. Mais ça peut surtout être déployé sur tout ce qui est endpoint, donc endpoint de type serveur, de type PC, voire terminaux mobiles d'une manière générale. Parce que finalement, la cible des attaquants, c'est quand même bien ces endpoints, puisqu'un malware, il a besoin d'une machine pour se déployer et proliférer. Alors, donc, les objectifs de l'AMP, c'est effectivement d'empêcher les intrusions, de détecter, de bloquer, d'éliminer les malwares, mais aussi, et je dirais surtout, de surveiller en continu le comportement de tous les fichiers pour repérer des attaques furtives grâce à un système d'indices de compromission. Alors, ce qui est très intéressant dans cette solution, c'est que c'est une solution qui permet vraiment d'avoir une vue graphique complète de l'attaque, donc de son point de départ, avec tous ses points de passage, avec les fichiers qui sont impliqués, éventuellement les machines qui sont impliquées dans l'infection, et donc toutes ces informations vont permettre de confiner l'attaque de manière plus rapide et plus simple. Donc, on est toujours vraiment dans ce mécanisme évaluer, confiner, remédier. Voilà, et dans le scénario de notre attaque, effectivement, l'AMP for Endpoint, elle est vraiment localisée au niveau du poste. Elle a pu empêcher des communications, notamment pour récupérer des informations sur Internet, et elle a également évité la propagation latérale de l'attaque.
Donc, en conclusion, nous, notre recommandation, ça serait de dire que si vous avez des choix à faire sur les solutions à implémenter dans le cadre de la protection contre les malwares, notre première recommandation, c'est quand même d'implémenter la solution de protection de la messagerie, donc Cisco Email Security, alors que ce soit en version on-prem, avec des appliances physiques, ou en mode cloud, puisque c'est aussi une solution qui peut être fournie en mode comme un service. Notre deuxième recommandation, ça serait vraiment d'implémenter la fonctionnalité d'AMP sur les endpoints. Et en complément, l'offre Cisco Umbrella, puisque comme on l'a vu, le DNS est vraiment à la base des communications Internet, pardon, c'est quelque chose qui a vraiment du sens, et c'est surtout un système qui est beaucoup plus puissant que ce qu'on a pu vous décrire au travers de ce webinaire. Donc bien sûr, nous pouvons vous accompagner au travers de nos offres de services dans la mise en œuvre et l'exploitation de ces différentes solutions, ainsi que d'autres solutions de l'offre Cisco qui n'avaient pas lieu d'être dans ce webinaire. Donc voilà, maintenant donc nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions. Donc, je ne sais pas si je l'avais évoqué en début de session, mais en fait, nous étions 3 à intervenir. Donc, moi, je suis Florence, je suis responsable du pôle sécurité au sein du groupe EASY. Il y avait Aldo, qui est consultant sécurité et qui est notamment expert dans tout ce qui est protection des systèmes de messagerie. Et on a également la présence de Benjamin, qui est ingénieur sécurité et qui peut vraiment nous faire part de son expérience dans le déploiement et l'implémentation des différentes solutions que nous avons présentées ici. Voilà. Donc, si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pour y répondre. Alors, n'hésitez pas, hein, le chat est là pour ça. Voilà, donc a priori, on a quelques questions qui sont en cours de composition. Voilà, donc bien sûr, toutes les solutions qu'on vous a présentées ici ne sont qu'une partie de ce qui peut être fait. C'est vraiment des solutions sur lesquelles on voulait, nous, un petit peu, qu'on voulait mettre en évidence, mais il ne faut pas négliger, bien sûr, tous les systèmes de protection traditionnels, tels que les firewalls, les IPS, qui ont toujours leur place dans une politique de sécurité. Alors, on a une première question qui nous demande où est-ce qu'on peut trouver les informations relatives à ces solutions. Déjà, je pense que vous pouvez nous contacter. Nous, on est tout à fait à même à vous fournir toutes les informations nécessaires sur ces solutions. Et si vous voulez un premier descriptif de la solution, vous pouvez aussi aller voir sur le site de Cisco où il y a vraiment pas mal d'informations. Alors, on a une deuxième question qui nous demande par rapport à la solution Cisco, est-ce qu'il y a des devices spécifiques qu'il faut acheter ou est-ce que ça se passe dans le cloud? Alors, dans les 3 solutions qu'on a présentées, tout peut se passer dans le cloud. Après, sur la partie protection de l'email, vous avez le choix, c'est soit ça se passe dans le cloud, soit ça peut se passer chez vous au travers d'appliances physiques spécifiques. Donc, je ne sais pas si Benjamin ou Aldo, vous voulez rajouter quelque chose. La partie messagerie, la partie email security existe de 3 façons. Elle existe en boîtier physique, elle existe en appliance virtuelle si vous avez des hyperviseurs ESX ou la partie ou déjà des hyperviseurs Cisco. Elle existe également dans une 3e phase qui est en fait un service piloté par Cisco, qui sont en fait simplement des des VM, des machines virtuelles Ironport qui tournent sur des data centers et sur une infrastructure matérielle gérée par Cisco. Umbrella, de son côté, est purement un service cloud où les données. Alors, vous avez quelques. Tout dépend de la partie. Pour la partie Umbrella, tout dépend du détail jusqu'où vous voulez aller, mais oui, du niveau d'intégration où vous voulez aller. Simplement,
de base, c'est un service cloud. La seule chose que vous avez à faire, c'est de renseigner les forwarders d'Umbrella sur la partie sur vos infrastructures, et bien sûr de déclarer vos rangs IP publics sur le portail du service Umbrella que vous aurez souscrit. Mais ensuite, on peut déployer des VM sur le réseau de façon à pouvoir rapprocher, à obtenir les noms des utilisateurs par rapport aux demandes DNS qui sont faites. Donc, de cette façon, vous pouvez savoir exactement quel utilisateur ou quel poste émet des requêtes qui sont bloquées et donc aller investiguer plus facilement sur le poste. Le troisième élément, AMP for Endpoints, est une console cloud, mais bien sûr, il faut déployer des binaires sur les différentes machines pour que la vérification, le fonctionnement se fasse sur les postes. Donc, la console reste cloud, mais la partie AMP for Endpoints, c'est plus un produit sur poste de travail. Il n'y a pas d'infrastructure à déployer sur le côté, par contre. Voilà, c'est du système de licence, c'est éventuellement du logiciel. Alors, on a une autre question qui nous dit « OpenDNS a une offre gratuite et un service premium. Quelle solution vous conseillez ?» Je dirais ça dépend un petit peu de l'utilisation. Benjamin, concernant l'offre gratuite de OpenDNS, elle est surtout à destination des particuliers. Et elle n'offre pas l'ensemble des fonctionnalités disponibles sur l'offre premium. L'offre premium, permet de gérer de façon complète la politique d'accès à Internet, parce qu'au-delà de la détection, enfin, de la protection contre les malwares, ça offre également tout un système de filtrage d'URL et un système de proxy. Donc on n'est pas simplement dans un filtrage de base. Donc la version premium permet d'implémenter une politique par rapport à des groupes ou à des segments réseau différents, etc., un peu comme on le ferait sur un système de proxy aujourd'hui. Donc la version premium est quand même beaucoup plus utile en entreprise que la version gratuite. D'autant plus que ça fait quand même plus que du simple filtrage DNS. Oui, enfin, on est vraiment sur une politique complète de gestion de l'accès à Internet. Donc, quand on parle de filtrage par catégorie, c'est ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, par exemple filtrer la pornographie, etc. Et on est capable de l'appliquer, d'appliquer des politiques différentes à différentes populations. Alors, on a une dernière question qui est comment peut-on évaluer en post-installation de ces solutions le taux d'infection des systèmes informatiques? Alors ça, c'est très intéressant comme question. Je ne sais pas répondre exactement à cette question. La seule chose dont je me souviens, Ok. Voilà, je pense que là, vous avez retrouvé le son. On a fait une petite erreur de manipulation. Aldo, tu étais en train de dire... Simplement, sur la partie, le taux, c'est le seul élément que j'ai à ma connaissance, ça a été une étude qui a été réalisée l'année dernière par un organisme totalement indépendant de Cisco qui a considéré à évaluer les solutions anti-malware en utilisant des samples plus ou moins connus ou pas connus à l'époque par rapport aux différentes offres. Et la solution AMP est sortie en tête de toutes les solutions disponibles. Donc maintenant, à l'usage, pas de garantir à chaque fois, bien sûr, qu'un système soit protégé à 100%. Si la solution de filtrage parfaite existe, elle n'a pas encore été trouvée. Voilà, le seul élément de comparatif que j'ai pour parler de la satisfaction de l'AMP, c'est cette étude qui remonte à l'année dernière. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on récupère le lien et on peut éventuellement le mettre à disposition par la suite. Simplement, je ne l'ai pas sous la main à l'heure actuelle.
Voilà. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va encore attendre quelques minutes. Ce qu'on peut vous dire, c'est que si vous voulez nous contacter, bah, vous pouvez aller voir notre site web, donc groupe-easy.fr. Ce webinaire sera également disponible en replay. Et donc voilà, nous on est prêt à répondre à toutes vos questions et à vous aider dans l'implémentation de ces solutions. Alors, on a, non, a priori, on n'a plus de questions. Ou peut-être encore une qui est en cours. Voilà, donc j'espère qu'on a... Alors, donc oui, vous pourrez revoir ce webinaire en replay sur la plateforme de Webikeo. Ah, on a une dernière question. Qu'en est-il de la confidentialité de nos informations par rapport à l'envoi vers le sandbox? Donc, qui veut répondre? Alors, il y a deux choses. Il faut voir que Cisco a tout un tas de certifications par rapport justement à la confidentialité des données. Donc, ils sont conformes PCI, DSS, enfin toutes les normes américaines connues et qui sont quand même globalement assez drastiques. Maintenant, si vous avez, si vous ne souhaitez pas que les données partent dans le cloud, Cisco propose de faire la partie sandboxing sur on-prem, donc de déployer la solution sandboxing directement chez vous. En revanche, du coup, ça nécessite l'implémentation de toutes les infrastructures sur votre site pour pouvoir faire toute cette analyse. Alors, par rapport à la question concernant les licences à acheter, en fait, tout dépend déjà du besoin que vous souhaitez. Sur ce que l'on a abordé, il y a différents niveaux de services et donc différents niveaux de licences, y compris pour les pour les deux premiers produits, puisqu'en fait, AMP for Endpoints, c'est simplement une licence unique à base, qui dépend du nombre de postes, de terminaux que l'on souhaite protéger. Mais l'email security ou encore Umbrella viennent avec différents niveaux de service et donc des licences différentes à ce stade. Voilà, c'est licencié par rapport au niveau de service et par rapport au nombre d'utilisateurs à protéger, en fait. Voilà, donc là, je pense que nous n'avons plus de questions. Donc, si vous n'avez plus de questions, nous allons clôturer ce webinaire et nous vous remercions encore de votre participation et surtout des questions que l'on a pu avoir a posteriori.